Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la deuxième interview de Comme Enquête. J'espère que vous allez bien. Je reçois aujourd'hui Hélène, elle est community manager et j'ai eu la chance de la rencontrer lors de nos études de community management à l'IMSI. Du coup Hélène, je vais te dire bonjour déjà et puis je vais te demander est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, nous dire un petit peu d'où tu viens et comment t'en es arrivée en fait au community management. OK, déjà, bonjour à tous. Moi, c'est Hélène. Avant de tout ce parcours dans le CM, j'étais responsable en santé sécurité, tout ce qui est qualité, environnement, santé sécurité au travail. J'ai fait un burn-out. Je crois que beaucoup, quand on fait une reconversion, sont passés par cette étape-là, malheureusement. Et du coup, quand j'ai eu mon fils, je me suis dit: «OK, il est temps de se poser, il est temps de réfléchir à vraiment qui tu es». Donc après un gros bilan de compétences, tout me renvoyait vers tout ce qui est créatif, plutôt l'artisanat, les choses assez pointilleuses comme l'horlogerie, les choses comme ça. Sauf que moi, j'ai une pathologie, j'ai une polyarthrite et je peux pas faire ce genre de choses. Je me suis pas démontée, je me suis dit: «OK, c'est pas grave, je vais travailler pour ces gens-là, je vais leur apporter ma créativité, mais de manière différente». Et du coup, je me suis dit: graphiste, il y en a beaucoup. C'est un peu trop pointilleux, un peu trop enfin voilà et c'est j'ai besoin moi de voir plein de choses, de pouvoir avoir plein de casquettes et c'est ce qui m'a plu dans l'EMC. C'était une formation multicasquette. On fait pas que du community management, il y avait aussi de la création de sites, la création de visuels graphiques. Il y avait, de la gestion d'événements et ça m'a vraiment plu. Donc voilà, je me suis formée là-dedans. Et maintenant, ça fait 2 ans que je suis à mon compte, 2 ans et demi même. Et voilà, franchement, c'est super chouette parce que, ça me plaît et c'est, vraiment je me suis trouvée. D'accord. Et du coup, alors on va parler un petit peu de la formation puisque, toi comme moi on l'a faite. Alors on va dire que concrètement, cette formation, nous on l'a suivie aux prémices de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand Mmh. on a fait notre examen final, on entendait à peine parler de ChatGPT Mmh. et du coup, concrètement, nous on n'a pas eu cette formation là-dessus. Après l'IMSI, l'avantage c'est que comme ce sont des formations RNCP, concrètement, ils évoluent, ils font avancer leur formation avec le numérique et en l'occurrence, ils modifient, très fréquemment leur formation puisqu'il y a une évolution constante et rapide et du coup, avec cette formation qu'on a fait, donc nous, elle était relativement complète, hein, on va pas se Mmh. c'était très riche. Ouais, il fallait y aller quoi. Très C'est honnêtement, très intense. ouais, très Mmh. intense et peut-être ce qui nous a le plus formés, au final, c'est quand on a préparé notre examen, vraiment, final, où on a dû avoir un petit peu toutes les casquettes qu'on n'avait pas justement, Mmh. on faisait les TP de groupe, quoi. Les TP étaient déjà hyper formateurs parce que mine de rien, il fallait aussi trouver sa place, je trouve et pas imposer ses idées, mais débattre sur ses idées. Ce qui aujourd'hui, quand on est face à un client, est hyper important, mine de rien et après effectivement, l'examen final, on a été une multicasquette du début jusqu'à la fin parce qu'on avait tout à gérer. Les événements online, offline, le site, le blog, la création de posts pour les réseaux et en fonction des réseaux qu'on préconisait, différents posts. Donc c'était hyper complet, hyper intense et vraiment très formateur parce qu'aujourd'hui, oui, on peut proposer plein de choses à nos clients. Des fois, moi, j'ai des clients qui me disent: «Ah mais ça, tu sais faire, Hélène? Ah, attends!» et je trouve ça génial. Après, le seul bémol, c'est que du coup, on survolait chaque chose, on n'allait pas forcément toujours en profondeur et il y a rien de mieux que pratiquer, en fait. Moi, voilà, ça fait 2 ans que je suis sur Instagram et Pinterest parce que c'est mes chouchous, c'est beaucoup plus créatif pour moi. Je m'éclate beaucoup plus. J'apprends tous les jours. Enfin, j'apprends tous les jours. Je me suis reformée à Pinterest même pour être plus complète et je pense que la vie d'entrepreneur, c'est ça, c'est savoir toujours se remettre en question et toujours être dans l'apprentissage. Donc, faut pas s'arrêter à une formation. Alors, pourquoi j'ai choisi aussi celle-là, c'est parce que oui, elle était diplômante et je trouve important d'avoir ce diplôme parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se dire CM. C'est un peu le malheureux, mais voilà. Pour moi, c'était important d'avoir ce diplôme qui valorisait, que j'avais en fait, passé un examen, que j'étais capable de faire plein de choses mais du coup, voilà, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, c'est hyper important d'être toujours dans l'apprentissage, toujours dans se questionner, écouter ses doutes. Ils sont pas là pour nous plonger ou nous faire, descendre, 24, pieds sous terre ou j'en sais rien. Vraiment, ils sont là pour nous questionner et pour nous dire: «OK, là, je sens que je suis pas hyper, à l'aise, il faut que j'aille, chercher justement ce confort». Donc
je vais me former, je vais aller me former auprès des personnes qui, elles, sont hyper à l'aise dans ce domaine. Et c'est OK, en fait. Faut pas se dire non, non, moi je connais, c'est bon, je vais y aller, vendre des choses et vendre des compétences à un client, et puis au bout de 3 mois, se rendre compte, en fait, je connais pas tant que ça et j'ai fait perdre de l'argent à mon client, quoi. Donc c'est voilà, faut vraiment se dire, il y a des hauts et des bas dans l'entrepreneuriat et profiter des moments où justement on n'a pas forcément beaucoup de clients pour aller chercher des compétences supplémentaires. Et comme tu le dis, l'IA, elle est hyper importante. Demain, j'en suis convaincue, les personnes qui auront su la maîtriser et travailler avec seront au-dessus du panier. On est d'accord, on est d'accord. Justement, par rapport à l'IA, est-ce que toi, tu le vois plus comme un outil, une sorte de un peu de bras droit d'assistant? Est-ce que tu le laisses limite prendre, en main les choses en lui faisant une question spécifique? Est-ce que enfin voilà, toi tu travailles comment avec l'IA aujourd'hui? Moi, c'est devenu un partenaire, enfin clairement, c'est devenu un partenaire. On échange des conversations. Il me permet de sortir de ma zone de confort sur des choses où je m'étais pas forcément questionnée. Enfin là, par exemple, je suis en train de revoir ma stratégie personnelle de marketing. Il y a des trucs sur lesquels je m'étais même pas dit que ça pouvait être sympa. Enfin et au contraire, il sort des idées sur lesquels je vais m'appuyer et je vais faire mon métier, mais en me disant: «Bah, OK, là, j'avais vraiment pas vu cette idée-là, cette option-là, mais je trouve ça super intéressant». Et ne serait que, par exemple, sur ma carte de visite, je cherchais un truc original, un peu, qui sorte des sentiers battus. Il m'a pondu un truc, je me suis dit: «Mais ouais, c'est carrément ça». Et l'autre jour, je l'ai distribué à des gens, ils ont dit: «Waouh, c'est hyper original». Bah oui, c'est hyper original, ça c'est clair. Mais c'était un dialogue avec lui. Je le fais pas toute seule, il fait pas tout seul. Au contraire, voilà, c'est un échange. Forcément, faut l'éduquer aussi à qui on est, à ce qu'on fait, à notre pratique. Si on a un client, il faut lui expliquer comment il parle. Faut pas le laisser tout seul faire son truc parce que forcément, ça reste de l'IA. Voilà, mais pour moi, c'est plus, ouais, avec la collaboration, clairement. Ouais, collaboration, on pourrait même parler, je pense de brainstorming dès le départ. Mmh. Pour justement, et c'est ça, je pense que ce que les gens ne pensent pas à faire lorsqu'ils écrivent qu'ils prennent le temps d'écrire leur petit prompt, surtout pour les plus débutants, c'est, penser à dire à l'outil IA qu'ils utilisent, que ce soit ChatGPT ou n'importe lequel: «N'hésite pas à me poser des questions complémentaires en cas de nécessité pour, donner une réponse, la plus pertinente possible». Et Mmh. c'est vrai que ça, quand tu le fais, moi je le fais pas systématiquement parce que justement j'essaie de le comprendre et cetera. Et quand tu le fais, il te pose des questions auxquelles tu n'aurais jamais pensé Ouais. et qui sont des éléments déterminants pour la suite. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais clairement, les fois où je l'ai pas forcément fait ou alors où je l'ai pas assez guidé, des fois, c'est, je l'insulte, en fait. Parce que parce qu'on se comprend pas et parce que ça me saoule et parce qu'on tourne en rond et au bout d'un moment, alors il est très bienveillant, il me répond avec politesse et tout. C'est très marrant et du coup, ça détend. Mais oui, il faut savoir, toi, poser des questions, lui dire aussi, bah, voilà, vraiment bien débriefer ce que ton besoin, lui expliquer ce que tu attends de lui, clairement. Pas hésiter, voilà, quand c'est pas ce que tu veux, à redéfinir, redéfinir et redéfinir jusqu'à ce que tu obtiennes le truc. Et une fois, en fait, que tu auras obtenu le truc, tu lui dis: «OK, c'est ça que je veux». Et en fait, il va l'enregistrer et après, il va te le sortir à chaque fois. Mais c'est clairement, ouais, moi je dis, il faut éduquer votre logiciel pour atteindre, bah, ce que vous recherchez, en fait. C'est ça. Alors après, l'intelligence artificielle, il y a les outils gratuits, les outils payants. ChatGPT, vous y avez dans les 2, c'est un du freemium. Mais concrètement, si vous y enfin, c'est pas forcément ChatGPT qui va vous convenir. Il faut, Mmh. je pense que tu vas être d'accord avec moi, Hélène, pour dire que dans notre métier, on a énormément d'outils, sans parler uniquement de l'intelligence artificielle. Je parle de tout des outils de manière générale, que ce soit pour les stats, que ce soit pour la programmation de contenu, pour la création de contenu. Enfin, Mmh. on a plein de logiciels possibles, qu'ils soient en ligne, pas en ligne. Et aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui veut devenir community manager, faut qu'il comprenne qu'avant de se dire: «Je me prends un abonnement sur tel logiciel» et cetera, il faut qu'il teste tous les logiciels sur lesquels il tombe et que ce n'est pas parce qu'il y a des avis extrêmement bons sur l'un et pas sur l'autre, que c'est celui qui a des supers avis qui va lui convenir. Le Tout à très fait. bon outil, c'est l'outil qui nous convient à nous-mêmes et c'est pas Mmh. celui qui convient forcément à toutes les autres personnes qui vont l'utiliser.
Bah, typiquement, moi, pour une cliente, elle aime bien que je lui fasse un petit personnage, en fait. Plutôt qu'elle se mette en avant sur ses posts, elle aime bien se mettre en avant par un petit personnage qu'on a défini et tout. ChatGPT, ça me convenait pas ce qu'il me proposait. Canva, ça me propose, enfin, j'aimais pas du tout. Et j'ai fini sur Bing. Et Bing, enfin, maintenant, il a compris ce que je voulais et il me sort ce que je veux. Mais ouais, j'ai testé plusieurs trucs. Et clairement, oui. Après, moi, j'ai la formation, enfin, j'ai la fonction payante sur ChatGPT parce que, bah, oui, en termes de texte, c'était celui qui me correspondait le mieux. Mais en termes d'image, bah, je vais sur Bing. Mais voilà, après, il faut savoir aussi utiliser les fonctionnalités, les logiciels qui nous correspondent en fonction de nos attentes. C'est ça. C'est pour ça que moi, par exemple, j'utilise Monica, qui est un outil IA, mais il regroupe GPT, GPT-O, DALL-E, il y a Claude aussi, 3.5 Sonnet, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Après, moi, je suis ennuyée dans l'automatisation, par exemple avec May, parce que OpenAI, ChatGPT est dispo dans les applis qu'on peut retrouver pour faire de l'automatisation, que Monica, bah, walou. Donc du coup, Mmh. eh ben, je paye mon forfait sur Monica, mais je suis bloquée pour l'automatisation. Enfin, bloquée, pas totalement, parce qu'il y a les crédits ChatGPT gratuits. Mais du coup, ça va forcément limiter mon automatisation, quoi. Mmh. Donc c'est vrai que avant de prendre un abonnement, réfléchissez bien. Est-ce que c'est un outil qui va vous être pertinent? Est-ce que c'est une somme d'argent que vous devez mettre? Ou est-ce que c'est une somme d'argent que peut-être vous pouvez mettre de côté pour peut-être un outil qui sera un peu plus cher, qui vous conviendra mieux, ou un outil qui sera moins cher et du coup vous ferez une économie peut-être pour mettre de côté pour un nouvel ordinateur si c'est nécessaire ou autre, quoi. En tant que freelance, on est bien placé l'une comme l'autre pour dire que, bah, faut regarder à son petit sou, quel qu'il soit, et que du coup, les choix, vont être déterminants pour la suite de l'activité C'est et du clair. coup, Enfin, je dis c'est clair parce que moi, j'avais fait un post il y a pas très longtemps en disant: «Attention, ne vous lancez pas à corps perdu dans l'achat d'un site internet, dans l'achat de cartes de visite, de flyers, machin, de trucs hyper, dès que vous commencez». Quand on commence, la priorité, c'est de savoir comment on va communiquer, à qui on va communiquer. Est-ce que, pour moi, je suis plus à l'aise à faire des reels sur Instagram ou aller à des, cafés ou des salons entrepreneurs et balancer mes cartes de visite? Qu'est-ce qui, à moi, va me ramener le plus de clients? Et des fois, en fait, on se dit: «Oh bah, je vais faire un site et tout, je vais mettre de l'argent, machin et tout». Alors oui, si votre SEO est super bien fait et tout, ça peut vous rapporter quelque chose, mais encore une fois, il faut créer du flux, hein, parce que le site, il va pas remonter tout seul, il faut que les gens, ils viennent dessus quand même. Donc il vous faut des réseaux ou un autre moyen de communiquer et voilà, en fait, donc quand on commence, quand on démarre en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment se dire: «OK, quels sont les trucs, les non négociables?» Enfin moi, voilà, j'ai Canva, je pouvais pas faire autrement que de le payer, clairement. Quels sont les non négociables et les petites options? On se dit: «Bah, voilà, quand j'aurai plus d'argent, quand je pourrai investir sur là-dessus, là-dessus, là-dessus» et clairement, les logiciels, c'est pareil. Il faut se dire, OK, les non négociables en logiciel, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin aujourd'hui pour me développer, le faire correctement, travailler efficacement. Moi, bah, tu parlais d'automatisation, c'est sûr que moi, je programme tout sur Metricool, mais tous mes clients. Ça m'évite d'aller dans chaque business suite de mes clients, mais c'est un coût énorme pour moi. Enfin, je veux dire, l'abonnement à l'année, voilà, je le rentabilise parce que je l'impute à mes clients. Donc il y a ça aussi, c'est de calculer tous les coûts et se dire: «OK, qu'est-ce que j'impute à mon client? Qu'est-ce que moi je vais devoir payer?» et après se dire: «Bah, j'investis sur quoi? Sur quoi, c'est plus pertinent?» Faut pas partir bille en tête en se disant, «Oh, tout le monde a des cartes de visite, tout le monde a un site internet, des cartes de visite, vous pouvez en faire des digitales sur votre téléphone». Donc voilà, mais non, mais enfin, c'est vrai, faut savoir où tu mets tes billes. c'est vrai. Parce que oui, alors la carte de visite, enfin moi voilà, hein, j'ai fait un café entrepreneur, j'en ai 15 000. C'est bien, mais si vous sortez pas du lot, si vous êtes pas original dans votre carte de visite, elle va pas marquer les esprits. Donc voilà, il faut savoir où vous allez mettre vos invests pour bien commencer. Parce que quand on commence, on n'a pas forcément beaucoup de sous et puis, bah, faut savoir, être raisonnable et puis se dire: «Bah, les temps sont durs. Est-ce que je mettrais pas de côté pour me dire, bah, ça m'assure quand même, un revenu?» Je sais pas, c'est complet ce que je t'ai dit. Si, 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 moi ça me semble très clair. Alors tout à l'heure, tu parlais de sortir de sa zone de confort Ouais. et en l'occurrence, je vais revenir un peu sur l'IMSI
parce que c'est un petit peu ce qui nous a formés. Donc, c'est un peu notre démarrage, notre naissance dans le monde du community management. Concrètement, cette formation, pour ceux qui se demandent s'ils vont vouloir faire une formation autre, à l'IMSI, clairement, va falloir apprendre à sortir de votre zone de confort. Parce que vous allez devoir travailler en groupe avec des gens que vous ne connaissez pas. Vous allez devoir évoluer avec ces gens, que vous les aimiez ou pas. Vous allez devoir être force de proposition, sortir de ce que vous connaissez pour tâtonner des outils que vous n'avez peut-être jamais utilisés, que vous ne connaissiez peut-être même pas. Moi, je pense à Canva au tout début. Je ne connaissais pas Canva. Non. Et Moi non plus. premier TP, Clément, qui était notre tuteur, qui aujourd'hui n'est plus dans la formation, mais Clément, clairement, il nous avait dit, j'aimerais bien que vous fassiez sur Canva. Ah, alors Et du coup, on a appris. Et ça, en fait, si vous voulez être community manager, sortir de votre zone de confort, ça va être hyper important. Attention, il y a des choses que vous allez réussir à faire tout de suite. Il y en a d'autres, il va vous falloir du temps parce que votre personnalité va peut-être vous bloquer. Exemple tout simple, je vais parler de moi. Le face cam, c'était forbidden, avec mon super accent anglais. C'était mais hors de question. Mais quand je vous dis hors de question, c'est plus. Et puis, il y a quoi, 2-3 semaines, j'ai eu un déclic écoutant une podcasteuse que vous connaissez puisque c'était ma première interviewée, c'était Elodie. Et j'avais écouté du coup pour pouvoir faire mon interview, j'étais vraiment partie sur ses premiers épisodes, etc. Et elle avait interviewé une autre community manager qui s'appelle Laetitia. Et je ne sais pas, Laetitia, elle a eu un truc d'énergie, de positivité, etc. Tout en étant avec Elodie. Et toutes les deux, elles m'ont foutu une patate. Et bim! Et depuis, alors je le fais pas tous les jours parce que ça dépend ce sur quoi je travaille. Mais du coup, le face cam, ça y est, maintenant, c'est enfin assimilé. Et pourtant, un petit peu comme Hélène, moi, ça fait déjà 2 ans et demi également que j'ai ouvert mon entreprise. On l'a ouvert à 1 mois de différence, je crois. Toi, c'était en avril? Ouais. Et moi, c'était le 1er mai. Donc voilà. Et du coup, c'est ça, en fait, on n'a pas tous la même évolution, mais il faut vous dire qu'il va falloir évoluer. Il faut vous m'excuserez le terme, mais il faut vous foutre des coups de pied au cul, mais il faut aussi vous respecter. Parce que je vais parler de coach, alors je ne critique personne, hein, mais il y a des coachs qui vont entendre et qui vont vous faire arriver à ce que vous souhaitiez tout doucement. Et il y a ceux qui vont essayer de vous foutre un coup de pied au cul, mais peut-être un peu trop brutal, limite avec une Santiago, quoi. Et du coup, ça passera pas. Et de ce fait, je pense que si vous voulez être community manager, oui, il va falloir passer des caps. Oui, il va falloir monter des marches dans un escalier plus ou moins grande. Mais oui, il va falloir vous dire, faut y aller, quoi. Autre exemple, mon podcast, moi, je l'ai sorti le 15 août. Oui, moi, je sors tous les jours fériés. Moi, c'est là que je sors mes trucs. Mon entreprise, c'est le 1er mai. Mon podcast, c'est le 15 août. Moi, je suis comme ça. C'est Et tu peut-être t'en ce qui me souviens comme définit ça. d'ailleurs. Ouais, je peux pas oublier. Et du coup, mon podcast, j'ai beau avoir été animatrice web radio fut un temps, ça fait quand même, plus de 10 ans que j'avais arrêté. Et du coup, faire le podcast, maintenant, je suis super contente parce que moi, ça m'anime, j'adore ça. Mais à côté de ça, au moment de faire mon premier épisode, déjà, j'ai dû l'effacer sans mentir au moins 20 fois, si c'est pas 30. Et puis alors la première interview avec Elodie, vous n'avez pas eu les backstage de l'enregistrement vidéo. Mais je peux vous assurer que entre Hello et moi, il y a eu 1 minute et 20 secondes, j'ai vérifié, 1 minute et 20 secondes de blanc où je la regardais face cam et que je ne savais pas comment démarrer. Et elle a été super patiente. D'ailleurs, je me permets juste une petite parenthèse. Elodie, donc que vous connaissez pour son podcast Leadcorn, elle peut vous accompagner pour créer votre podcast, pour mettre tout le projet en place, pour vous aider dans le temps, pour vous donner les erreurs à ne pas commettre. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, je pourrais vous remettre ses coordonnées en description. Je lance cette info parce que je suis toujours en contact avec elle et je peux vous assurer que je la découvre de jour en jour et que c'est vraiment quelqu'un qui, selon moi, est pédagogue, qui vous met à l'aise et voilà. Je referme ma petite parenthèse parce qu'aujourd'hui, on est avec Hélène, comme je vous l'ai dit, community manager. Ouais, t'as vu, hein. J'aime bien faire de la pub pour les autres. Je sais pas bien le faire pour moi. Oui. Mais c'est très bien. Je voulais rebondir là sur ce que tu disais par rapport à la sortie de zone de confort. Depuis que je suis lancée, quasiment, je me fais accompagner par des coachs et je trouve ça hyper stimulant et je ne me verrais pas faire autrement parce que
à chaque fois, en fait, je me renouvelle. À chaque fois, je sors des choses que de moi, enfin, je veux dire, je vais chercher des choses en moi, je vais pour passer des étapes, clairement et je trouve que c'est hyper important et je pense que toutes les personnes devraient le faire. D'avoir quelqu'un, en fait, qui nous pousse un peu, pas trop fort, effectivement. Clairement, ma première coach, elle est allée elle m'a pas écoutée, en fait. Ma première coach m'a pas du tout écoutée et on était plutôt dans une démarche, bah, OK, il faut que tu fasses 100 appels téléphoniques pour avoir un rendez-vous avec une promesse de signature. Bah, ça s'appelle 100 personnes par jour. Alors attends, c'est pas trop comme ça que je voulais faire. Donc là, clairement, elle, voilà, ça va complètement avec ce que tu disais tout à l'heure. Bien choisir sa coach et quelqu'un qui vous pousse à aller vers votre meilleur vous. Et du coup, chaque fois, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui a un œil extérieur par rapport à votre business, par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous véhiculez et va vous dire: «OK Hélène, là, faut que tu ailles faire ça parce que, toi, c'est ce qui fonctionne le mieux». Donc moi, oui, je sors de chez moi et je vais à la rencontre des gens en vrai parce que c'est comme ça qu'ils me découvrent et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Sans oublier ma com sur les réseaux, sur, ma newsletter et tout ça, mais en fait, cette personne extérieure, elle va vraiment avoir un œil global sur tout ce que vous avez déjà fait, sur tout ce que vous êtes en train de faire et va vous dire vraiment: «OK, ton process maintenant ça devrait être ça». Quand on est entrepreneur, c'est pas je me lève le matin et je fais les horaires que j'ai envie et les clients vont tomber tout seuls. Faut vraiment démystifier ça, c'est pas le cas. C'est, un travail de malade, beaucoup moins confortable que le salariat. C'est beaucoup plus prenant. Moi, enfin, voilà, j'ai été 2 fois limite burn-out en 2 ans. Clairement, aujourd'hui, j'ai 2 téléphones parce que le week-end et les soirs, c'est fini le boulot. Je cloisonne parce que sinon, en fait, je me rends compte que j'étais tout le temps surconnectée parce que j'avais envie que mon entreprise, elle fonctionne, parce que j'avais envie de clients, parce que faut pas se le mentir, hein, on n'a rien sans rien et en fait, je donnais, je donnais, je donnais, je donnais, je donnais. Donc sortir de sa zone de confort, oui, mais en se respectant, comme tu l'as dit, en trouvant le juste équilibre, clairement, parce que ça, c'est ce qui va être bénéfique pour votre entreprise. Votre entreprise, elle repose sur votre tête. Si votre tête, elle marche plus, ben, votre entreprise, elle coule. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir trouver le juste équilibre entre je me donne à fond parce que j'ai envie que ça fonctionne et c'est OK. Mais en contrepartie aussi, il faut trouver le moment où bah, je me repose parce que j'ai aussi envie que ça fonctionne. Et oui, l'IMSI, ça a été hyper formateur parce qu'effectivement, on a commencé à avoir des billes sur la gestion de projet, sur les choses comme ça, sur le travail en équipe, la collaboration et tout ça. Juste le petit bémol, c'est qu'on n'a pas été formé à être à notre compte. Et toi comme moi, on s'est pris un mur direct quand on a monté notre société. En plus, on a eu la fausse bonne idée de monter ça juste avant les vacances scolaires d'été où il y a personne. Et du coup, on s'est dit: «Ah merde, ça va être ça en fait l'entrepreneuriat, ça va être, calme comme ça. À quel moment en fait les clients ils arrivent?» Et on s'est dit: «Mais attends, qu'est-ce qu'on a fait? On va peut-être aller travailler et chercher du salariat». Et C'est voilà, je pense qu'il y a ça qui est un peu, qui a été encore plus formateur et encore plus sorti de zone de confort, c'est qu'à un moment donné, ben, faut apprendre à être entrepreneur aussi et à être chef de sa boîte et à se dire: «Ben, en fait, on n'a rien sans rien et tant que tu te positionnes pas en tant que SEO, C CEO plutôt, en tant que chef quoi et ben, tu rien. Tu pas salarié de ta boîte, c'est toi-même le propre patron et faut que, bah, tu fasses vivre ta société, quoi et là, il y a un gros travail d'apprentissage et de sortie de zone de confort, quoi. Alors ça, je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'on était quand même tous relativement, alors c'est pas la gueule ouverte, mais, hem, on a été entendus par l'IMSI. Depuis, ils ont créé Mmh. une nouvelle formation à côté pour justement tout cet aspect, création d'entreprise. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, créer ton entreprise alors déjà pas avant l'été, ça c'est clair, parce qu'on regardait les mouches voler. Heureusement, nous étions 2 à bien nous entendre de la formation et on a pu échanger et se dire: «Oh là là, c'est la merde, comment on va faire?» Mais concrètement, ouais, l'IMSI a su entendre nos remarques. Quand on Oui. avait des soucis sur un module de formation, on a eu un vrai gros problème sur un module, c'était le module WordPress, où malheureusement à cette époque-là, alors le formateur, c'est pas qu'il était nul, attention, hein,
Mais il était jeune et je pense que, il avait peut-être des appréhensions. Bref, en résumé, il a pas pu nous apprendre ce dont on Mmh. avait besoin. Clairement, Hélène et moi, pour le coup, on s'est mis les mains plein de «cambouis» entre guillemets, parce que, si WordPress, on l'a géré et qu'aujourd'hui on a fait nos sites nous-mêmes, c'est bel et bien parce que voilà, on savait que, à l'examen final, il fallait créer un site internet avec WordPress et un site internet où il fallait une partie blog, enfin il y avait plein de choses à Mmh. mettre en place. Et on en est même venu à former, gratuitement, un petit peu dans Mmh. les coulisses, la promotion suivante parce il y en existait 5, 4, 5, ouais. Ils étaient 5 ou 5 où 4, ils ouais, ouais, je étaient sais mais en plus, ouais. méga galère et Mmh. parce que oui, la formation WordPress était pas optimisée. Mais bon, ça date d'il y a plus de 2 ans et quand ils ont entendu, bon, bah, ils en ont reparlé avec le formateur, tout a été revu normalement et voilà, oui, nous on avait dit qu'on n'était pas assez formés pour pouvoir, créer son freelance alors que sur les 80 élèves qu'on était, et ben, on était plus des 2 tiers à vouloir être freelance, hein, si j'ai bon souvenir. Oui, oui. Et du coup, il y avait une grosse demande. Donc pour répondre à ça, ils ont créé une nouvelle formation à laquelle nous, on n'a pas participé parce que, on s'était déjà lancé et qu'on s'est un peu débrouillé. Mais voilà, l'IMSI trouve des solutions et ça, je trouve ça plutôt pas mal qu'il y ait cette écoute de l'étudiant et voilà quoi. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est hyper important aussi. Quand on lance sa boîte, peu importe le domaine, hein, le retour d'expérience client, tout ce qu'on appelle le customer care est hyper important. C'est-à-dire savoir aussi écouter les retours et optimiser ce qu'on propose, ce qu'on offre, en fonction des retours clients. Et en français, c'est le SAV, enfin la relation client, ce que vous voulez, mais le service client comme vous voulez. Mais vraiment, savoir aussi qu'une entreprise, c'est pas juste, je fais mon business, je facture et basta. Non, c'est aussi récupérer les retours du client, savoir, comment adapter et clairement l'IMSI a adapté. Donc voilà, faut accompagner le client parce qu'en fait, un client fidèle qui réachète chez vous, c'est beaucoup plus intéressant que d'aller chercher un nouveau client. Je trouve que c'est important de voilà, de faire une petite aparté là-dessus parce que fidéliser vos clients, c'est beaucoup plus intéressant financièrement que d'aller en chercher de nouveaux. Donc les retours d'expérience, les avis négatifs, les avis positifs aussi. C'est pas voilà, c'est pas pour vous faire du mal ou quoi que ce soit. Au contraire, il faut vous le voir ça comme une force en vous disant, bah, je vais m'améliorer, je vais proposer des choses qui sont beaucoup plus pertinentes. Donc, faut aussi prendre en compte ce genre de choses et pas lâcher vos clients dans la nature. Non, faut vraiment les accompagner après. C'est ça. Et puis en plus, cet accompagnement, si, non seulement ils sont satisfaits de ce que vous avez fait ou qu'ils ne le sont pas, mais que par la suite, ils voient qu'en plus vous les accompagnez ou alors que vous redressez le truc parce que ça allait pas et que vous avez trouvé des solutions, non seulement c'est un client que vous gardez, mais en plus c'est un client qui va potentiellement parler de vous et le bouche à oreille, on sait très bien que c'est quelque chose de Mmh. très important. C'est puissant. Enfin, moi, en début d'année, je n'ai travaillé que sur du bouche à oreille. J'étais même surchargée tellement que les gens parlaient de moi. On était au point où, alors attends, j'embauche ou pas? Et ça, c'est une question d'entrepreneur aussi. C'est à quel moment on se dit: «OK, là, je peux plus prendre en charge, il faut que j'embauche». Je l'ai pas fait et j'ai fait très bien, parce que certains clients sont partis et c'est la vie, hein, la vie d'entrepreneur. Mais voilà, en fait, le bouche à oreille est hyper puissant. Alors, attention, le bouche à oreille dans les amis, les machins et tout, ça ne fonctionne pas. Ne mettez pas toutes vos billes là-dedans quand vous vous lancez. La famille, elle est là pour vous appuyer, machin et tout. Et encore, des fois, pas toujours. Certains entrepreneurs, c'était pas du tout le cas. Mais par contre, parler de vous et tout ça, ils vont parler de vous. Mais ils vont pas le faire de manière professionnelle avec un retour d'expérience client. Ils vont le faire parce que bah ils vous connaissent et que voilà, ça a pas du tout le même impact. Donc le bouche à oreille comme ça, non. Mais le bouche à oreille d'un client, c'est puissance 1000 quoi. C'est sûr, je suis d'accord avec toi. Tu nous as expliqué que là, tu étais un petit peu en train de repartir, de reformuler ton offre, de faire tout plein de petites choses, de petites démarches, bon, et puis tu dois être encore en train de te former aussi. Si, par rapport à il y a 2 ans et demi, quand tu as ouvert ton entreprise, tu devais définir Hélène 2.0, la nouvelle Hélène, avec ses 2 ans et demi d'expérience, si tu devais Merci. utiliser 3 mots pour Comment? te définir. Ouais. Mmh. Ah, j'aime bien la complexité. Ouais, évolution, créativité, ça c'est obligé. Et le dernier, la croissance, enfin, ouais, évolution, croissance, c'est un peu les mêmes, mais épanouissement. Allez, épanouissement. Alors, ça tombe bien que tu parles d'épanouissement et de croissance, et cetera. Parce que du coup, ce que vous ne savez pas, c'est que Hélène, si vous la rencontrez comme ça,
Elle a une bouille de petite fille gentille, toute mimi, vous avez envie de faire des petites papouilles. Mais à côté de ça, elle a un côté beaucoup plus mouvementé. C'est une passionnée de hard rock, du Hellfest, de tout ça. Et du coup, si je viens à parler de ça, c'est pour vous démontrer que il est possible, peut-être pas dès le départ, mais il est possible quand on crée son entreprise de finir avec des séances de coaching, avec de l'auto-formation, de la formation auprès de tiers et puis du travail, effectivement, de se mettre des coups de pied au derrière, comme on le disait, et puis tout ce qui est autodidaxie. Il est possible de réussir à incorporer sa vraie personnalité dans sa com. Tu peux nous en dire un peu plus? Ah, c'est même primordial. C'est même primordial. Alors, pour parler d'évolution, vous regardez mes photos mes photos pro, les premières que j'ai faites et les dernières que j'ai faites. Les premières, c'était très enfantin, effectivement, un peu lisse, un peu toutou, tout bisounours. Là, les dernières, c'est hyper punchy, hyper coloré. Enfin, je les ai reçues ce matin. Donc, et on voit en fait l'évolution de la chef d'entreprise. Au début, voilà, on est tout gentil, on sait pas trop comment se positionner. Et quand on évolue, à un moment donné, il faut prendre sa place. Mais clairement, faut prendre sa place. Et quand je dis prendre sa place, c'est être soi-même et accepter en fait d'être soi-même, parce que clairement, c'est ce qui va vous faire vendre. C'est votre personnalité. Des CM, il y en a plein, mais des CM comme moi, il y en a qu'une. Et c'est pareil dans toutes les professions. Mais non, mais c'est vrai. Oui, c'est une réalité. Et être authentique et être vous-même, ça va attirer des clients qui sont comme vous. Je veux dire par là, qui ont la même philosophie que vous, ont envie de travailler comme vous, ont les mêmes valeurs. Et clairement, moi, il y a des contrats que j'ai signés au début parce que j'avais besoin de clients, où aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? Mais j'étais dans la souffrance totale de devoir faire du taf pour quelqu'un alors que ça me faisait chier, pour être poli. Tu peux le dire, tu as le droit. OK, ça m'emmerdait. Mais aujourd'hui, je me dis, je m'autorise aussi à faire du tri. Il y a des clientes, une fois, elle est arrivée en me disant: «Voilà, moi, je veux du contenu qui fait pleurer, qui fait ouin-ouin. Je veux du contenu où on dise, je vais te vendre 10 cas par mois, machin et tout». Non, oh là! Moi, si j'ai mes 3 cas par mois, je suis hyper contente. J'ai pas besoin de plus et je veux pas, vendre des clients qui ont qui ont pas du tout la même objectif que moi. Moi, je veux m'éclater dans ce que je fais. Je veux me lever le matin en me disant: «Ah, j'ai envie de taffer, j'ai envie d'y aller». J'ai envie que le soir, quand il faut que j'aille chercher mon petit, «Oh mince, le jour est déjà fini! Non, j'étais trop bien en train de faire ce que j'étais en train de faire». Mais elle Et aime que son je fils, on prévient, mais elle j'aime aime mon son fils. fils. Non, mais j'adore et c'est aussi pour ça que je cloisonne en me disant: «Voilà, la journée est finie, le week-end, c'est fermé». C'est parce que j'ai envie d'avoir du temps de qualité avec lui. Mais voilà, faut se dire aussi, quand on est soi-même, on attire des gens qui nous correspondent, des clients qui nous correspondent, avec qui on a envie de vraiment de briller et pour qui on a envie de taffer. Parce que mine de rien, si vous y allez à contre-cœur sur un projet, ça se ressentira forcément et le client, il sera pas content. Vous serez pas content parce que vous serez déçu de vous-même. Mais oui, mais parce que vous êtes allé à l'encontre de qui vous étiez et vous avez fait par obligation. Alors oui, il faut rentrer de l'argent, mais faut faire attention à vraiment le faire en connaissance, en fait. En se disant, ouais, il faut que je rentre de l'argent. C'est un sujet où j'ai pas forcément envie d'y aller, mais soit je me dis, j'y vais quand même parce que j'ai besoin d'argent. Et alors, je me donne quand même si ça me plaît pas. Soit on se dit, non, j'y vais pas. Je me respecte et je respecte mon client en lui disant, voilà, je sais que ça le fera pas. Elle soi-même, dans sa com, dans tout ce que ça attire des gens. Enfin, les jours où j'ai vraiment été moi-même, où j'ai montré ma vraie personnalité, typiquement quand j'ai annoncé, voilà, j'avais une polyarthrite, ça fait plus de 10 ans, machin et tout, je suis très bien avec. J'ai des personnes qui sont venues me voir en message privé en me disant: «Oh, ma maman aussi! Oh, telle personne aussi dans mon entourage. Eh ben, écoute, Hélène, si un jour j'ai envie de bosser avec quelqu'un, ça sera avec toi parce que, aller comprendre le pourquoi du comment, j'en sais rien, mais en fait, le fait d'avoir un lien de connexion avec ces personnes-là, ça fait que l'autre jour, je me suis présentée sur un profil entrepreneur sur une communauté en disant, oui, j'ai écouté le métal. Et j'ai plein de gens qui sont venus me parler en disant, ouais, le métal, alors que c'est un truc hyper carré, hyper professionnel. Et voilà. Mais c'est pas grave. C'est en étant soi-même qu'on arrive à connecter avec des gens qu'on connaît pas du tout. C'est ça, on est complètement d'accord. Donc 2 ans et demi, évolution, grand V, on va pas se mentir. Qu'est-ce que pour ceux qui voudraient se lancer, alors pas sur la formation parce que ça c'est déjà une étape à part entière, mais
celui qui a ce qu'il faut, les diplômes ou l'expérience, quel conseil tu lui donnerais, pour qu'il ne se plante pas au démarrage de son activité? Lâche rien, ça sera dur, forcément, faut pas lâcher, faut bien se faire accompagner, clairement. Quand on se lance, en plus, être entrepreneur, c'est vraiment un métier à part entière. Il faut bien trouver, enfin, il y a des boîtes qui font ça, qui aident à l'accompagnement de la création d'une entreprise. Faut pas hésiter à les solliciter et après se faire coacher, quoi. Enfin, vraiment, parce que nous, on a une casquette du métier d'entrepreneur. Je sais pas vous, mais moi, je suis pas comptable à la base. Je sais pas faire des contrats. Je sais pas faire enfin, je savais pas d'ailleurs. Je sais, mais des CGV, des choses machin, tout ça, c'est d'autres métiers et il faut se faire accompagner pour faire les choses bien, se protéger financièrement, mettre de côté, clairement, parce que il y aura des mois où, il y aura pas de clients. Il y aura des mois où il y en aura plein et faut pas tout mettre dans sa poche. Clairement, faut mettre de côté. Alors, pas au plus hésiter à, voilà, les aides Pôle emploi. Moi, elles rentraient sur mon compte pro et je les touchais pas forcément parce que je voulais mettre de côté en me disant, bah, voilà, on sait jamais. Et je suis très contente parce qu'aujourd'hui, on sait jamais, bah, ça m'aide beaucoup pour continuer à payer, bah, mes prestataires aussi parce que ma coach, je la paye. Donc, quelqu'un qui veut se lancer, ça va être difficile. Le métier d'entrepreneur, c'est pas ce qu'on croit. Je vais faire les heures que je veux, quand je veux, et puis ça va tomber du ciel. C'est pas du tout le cas. Se former en continu, apprendre toujours, et apprendre à vous démarquer par vos compétences. Je parlais tout à l'heure de l'IA. Il y a d'autres choses. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de profils d'entrepreneurs, par exemple CM, qui se sont formés à l'UGC et qui développent cette partie-là. Je pense que c'est hyper intéressant aussi. Faut pas hésiter à mettre des casquettes supplémentaires, à se spécialiser aussi, parce qu'on peut pas être partout. Nous, on a été formés à tout, mais il y a un moment donné, on peut pas tout proposer. Et il faut savoir aussi se dire, ben, mon client, il a besoin de ça, ok, mais je suis pas assez pour lui dire, bah ouais, je vais te faire quelque chose qui cartonne, je vais te faire des chiffres de malade. Non, ça, tu peux pas t'engager sur des chiffres comme ça. Vous spécialisez sur un domaine parce que c'est celui qui vous attire, mais on peut pas être multicasquette, clairement. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, tu parlais de multicasquette. Ce que j'ai tendance à dire, on a un peu un aspect couteau suisse. Alors, attention, il y a 2 teams. Il y en a qui vont dire non, un community manager, ça n'est pas un couteau suisse. Moi, je serais de la team à dire on a une tendance à être couteau suisse parce qu'effectivement, quand on sort d'une formation comme celle de l'IMSI, on a un peu touché à tout. Mais après, quand je dis ça, je dis bien, par contre, je sais faire des vidéos, mais je ne suis pas vidéaste. Je sais écrire des posts, des articles de blog. Je ne suis pas copywriter. Je sais, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais monter un podcast, mais je ne suis pas podcast manager. Voilà. C'est des choses qui sont très différentes. Et l'avantage de la formation avec l'IMSI, ça va être vraiment ce côté-là. C'est-à-dire que vous allez toucher à tout, mais il faudra compter après, après avoir touché à tout, vous poser, vous remettre en question et vous dire, OK, qu'est-ce qui m'a le plus plu? Qu'est-ce qui me correspond le plus? Quel est le truc sur lequel j'aimerais aller plus loin dans mes formations et me trouver une autre formation certifiante pour évoluer et me lancer spécifiquement là-dessus. Multicasquette au départ parce que plein de petites choses, mais pas spécialiste, pas expert. Je voulais aussi rebondir, parler compta tout à l'heure. Alors moi, la compta, ça c'est comme l'administratif, hein. Ouais. Mais du coup, pour ceux qui voudraient se lancer, mais qui veulent d'abord tâtonner, regarder à gauche, à droite, etc., je pense qu'il y a quand même un incontournable au niveau de la compta qu'on peut évoquer et qui sera déjà un très bon point de départ pour vous donner des informations sur à quoi vous attendre quand on est entrepreneur. Par exemple, la taxe foncière des entrepreneurs. Nous, quand on a commencé, on ne savait pas. Ah non, le CFE, on l'a vu apparaître 1 an après, on s'est dit: «Mince, on pouvait demander une exonération». Bah, tant pis. Voilà, faut déclarer ça. Ah bon? Bon, comment on fait? Donc en fait, il faut vous faire un compte sur les impôts pour, déclarer cette taxe. Il y a plein de choses à faire et puis après ça dépend du seuil par rapport à votre chiffre d'affaires. Il y a plein de choses à faire. Je serais d'avis à parler de 2 outils. Alors le premier c'est pas vraiment un outil, je pense que s'il écoute, il écoutera pas, mais s'il écoutait, il pèterait un plomb et je comprendrais. Donc le premier c'est plus une personne, un très bon comptable, en tout cas quelqu'un qui vous donnera de très très bons conseils, c'est la Micro by Flo. Florian est un incontournable pour tout ce qui est en lien avec l'auto-entrepreneur et sa compta, et pas que. Donc un incontournable, allez sur ses réseaux, abonnez-vous, ça va être vraiment hyper important pour la suite, pour déjà vous donner des premières infos et vous rendre compte de l'ampleur de la chose. Et en deuxième outil, et ben là pour le coup, je parle vraiment outils en ligne. Abby, tu peux nous en toucher un petit mot dessus? Ouais, Abri est venu en live sur mon Insta, donc je peux en carrément toucher un mot.
Moi, je l'utilise depuis quasiment le début. Ça fait partie des obligations pour moi en termes d'investissement parce que j'ai pris le logiciel payant. Abi nous permet de faire mes devis, mes factures en règle. Voilà, tout est rentré pour que. Typiquement, quand il a fallu ajouter EI à la fin du nom de la société, bah, ça s'est fait automatiquement, j'ai rien demandé. Et voilà, et ça me permet de faire mes factures, de faire mes devis, de faire ma compta, il fait tout. Je peux suivre mes livres de recettes, mes livres d'achat, et je peux déclarer directement l'URSSAF dessus parce que ben, tout est déjà rentré en fait. Il sait ce que j'ai facturé, il me le rajoute et en fait, ma déclaration est préétablie, j'ai juste à cliquer oui. Donc c'est vraiment, enfin, faut quand même corréler et puis faire une vérification. Mais moi, ça a été le logiciel obligatoire après Canva. Donc voilà, il fait pas les contrats, c'est juste le seul truc, mais sinon pour moi il est top. Et puis après il y a tout un annuaire d'entreprises pour nous accompagner, par exemple sur les mutuelles, sur la prévention, les retraites, tout ce qui est l'accompagnement modérateur à la consommation. Il y a vraiment tout un panel de contacts avec des remises qui est hyper intéressant. Parce qu'il faut pas oublier, un entrepreneur, il faut qu'il se protège. Alors oui, l'URSSAF, ça nous permet de cotiser à la Sécu. Faut pas l'oublier, on a quand même des droits par rapport à un arrêt de travail ou autre, mais c'est réduit. Donc, il faut bien se dire, bah, faut prendre une mutuelle, une prévention ou autre. Alors oui, c'est des coûts, c'est des investissements. Et le jour où vous êtes arrêté, ben, votre entreprise, elle a l'arrêt aussi. Donc, il y a tout un accompagnement. Il n'y a pas juste je fais ma compta, même si c'est hyper important et que ça m'a beaucoup aidé. On est d'accord. Alors, Abi, hein, c'est ABBY et .fr, si j'ai bon souvenir. Ouais. Et puis, si vous avez besoin d'un code de parrainage pour débuter dessus, Hélène, comme moi, on peut vous le proposer puisque moi aussi, je l'utilise. Et effectivement, il est, en termes d'interface, c'est simple. Au départ, vous allez juste connecter votre compte bancaire professionnel à votre compte Abi pour que justement tout ce qui est compta, tout ça, ce soit faisable. Et puis, avec l'URSSAF également, une petite connexion et ça roule, quoi. Alors, je précise, il n'y a rien de sponsorisé. Il y a des choses qui nous viennent en tête, on vous en parle parce que c'est des astuces, c'est des trucs, c'est des outils qu'on a testés, c'est des choses qu'on a faites. Hélène vous parlait tout à l'heure de Metricool. Elle en parlait pour toute sa programmation, mais dessus, vous pouvez aussi vous occuper de vos KPI. Donc, les KPI, c'est les indicateurs clés de performance, c'est toutes ces statistiques qui vous permettent de savoir sur vos réseaux ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est à modifier, pas à modifier au niveau de votre stratégie. Il y a aussi ce qu'on appelle le Starlink, c'est comme Linktree, sauf que bah, si vous avez votre forfait Metricool que vous payez, et bah, c'est déjà incorporé. Donc le Linktree, vous pouvez l'abandonner. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'avais payé pour 1 an, je l'ai gardé. Et après, je suis partie sur le Starlink parce que ça fait déjà partie de mes frais. Donc, ça fait une économie, quelle qu'elle soit. Et puis, vous avez différents forfaits. Moi, je sais que j'ai pris le premier avec 5 marques différentes. Ça me permet de gérer mes clients quand je n'ai pas jusqu'à 5 clients en même temps. Pour l'instant, en tout cas, ça n'existe pas. Et ça fait vraiment partie des outils que Hélène comme moi, on a utilisés et nous, on les a adoptés. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez les adopter parce que peut-être qu'ils ne vous conviendront pas, mais ce sont des outils qui peuvent vous permettre voilà, d'aller tester. Il y a des versions gratuites, il ne faut pas hésiter. Aussi bien Abi que Metricool, c'est de la gratuité au départ. Ouais. Et après, bah, si ça vous convient, c'est comme pour Canva. Il y a Canva simple, c'est déjà bien pratique quand on démarre ou quand on même au début de ses études. Et après, il y a le Canva Pro. Canva Pro, si vous êtes étudiant, en plus, il y a des forfaits spécifiques étudiants. Et en plus, maintenant, Canva travaille avec Affinity. Et Affinity, c'est le principal concurrent d'Adobe. Donc, on vous parle Photoshop, etc. Bah, Affinity a les mêmes logiciels, mais tout aussi performants, juste ils sont moins chers initialement, et donc ils sont intégrés à Canva. Et puis sur Canva, quand vous avez Canva Pro, toute votre identité visuelle, vous pouvez l'incorporer, donc vos typos, vos couleurs, vos logos. Vous pouvez créer des dossiers pour pouvoir ranger tous vos visuels, soit par marque, soit par, comme vous le sentez, ça dépend de votre organisation. Enfin, vous pouvez redimensionner les visuels. Il y a énormément de fonctionnalités qui sont payantes, mais qui, pour ce que ça vous procure dans le temps et en gain de temps au moment de la créativité, en termes de productivité, je pense que c'est essentiel. S'il y aura bien un must dans tous ces petits outils-là, ce sera celui-là en priorité. Après, Abi et Metricool, je pense qu'ils viennent dans la suite parce que Meta Business, c'est bien sympathique, mais alors déjà, c'est pas très joli en interface, ça donne pas envie. Et puis voilà. Et qu'en plus, Metricool, j'y repense, là, moi, pour mes clients, je fais, que je vous parlais de statistiques, il y a des rapports. Vous avez juste à cocher ce que vous voulez faire. Ça vous sort votre rapport. Vous pouvez le sortir en PDF, en PowerPoint, en ce que vous voulez.
et du coup, derrière, vous pouvez gérer votre truc, vous pouvez modifier en rajoutant, un petit peu un résumé pour chaque slide et cetera pour votre client, que ce soit plus facile à comprendre ou alors qu'il n'a pas le temps de tout analyser lui-même. Enfin, ces logiciels-là, Hélène et moi, on les utilise, ça 2 ans et demi, hein, je pense pour tous. Au départ, Metricool, on l'avait pris le côté gratuit, mais on s'est vite rendu compte que c'était un must aussi. Ah bah oui, parce que moi j'ai la version encore au-dessus, qui du coup me coûte un bras. Euh, Ouais, mais, j'imagine, mais hein. Mais du coup, je peux faire la validation client directement sur Metricool. C'est-à-dire que j'envoie mon poste quand il est prêt et je l'envoie au client et il vérifie et il valide en fait. Et c'est hyper important, ça évite d'avoir des allers-retours dans tous les sens. En fait, je publie rien sans validation client parce que ça reste quand même leur boîte. Puis qu'à un moment donné, certes, je suis CM, mais ça reste leur boîte et il faut qu'ils s'investissent. Donc, il y a ça aussi et je trouve que c'est important. Je rebondis aussi sur tout à l'heure, tu as parlé de compte pro. Alors, be careful. Ça, c'est un investissement pour moi qui est pas nécessaire dans le sens où ça sert à rien de contacter une banque pour avoir un compte professionnel. Tu sais, Ah oui, oui. il faut un compte dédié à votre entreprise. Ça, c'est nécessaire. Ça vous permet de vraiment de faciliter en fait les transactions. Moi, Abby est connecté en fait. Il me dit bah voilà, telle transaction, c'est pourquoi. Ok, c'est un rentrée d'argent, à une vente client. Ça, c'est un achat. Et en fait, c'est tellement plus facile. Mais surtout pas votre compte personnel, quoi. Parce que sinon, vous allez avoir toutes les dépenses personnelles et puis alors là, c'est le dawa. Mais du coup, voilà, un compte bancaire dédié et n'investissez pas dans un compte professionnel dessus qui n'a pas nécessité. Donc, Non, je suis complètement d'accord avec toi. Je me suis très mal exprimée, parce que non, concrètement, non, mais moi c'est pas grave. non, non, mais tu as raison. Tu fais bien de le spécifier. Est-ce que les gens vont croire effectivement qu'il faut un compte pro, réellement? Non, 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 non. Moi, je vous parlais d'un compte pro juste pour différencier justement le compte perso. C'est un compte classique, quoi. Il y a Mm. pas l'idée, c'est de faire quelque chose de simple. Mais effectivement, un compte autre que celui que vous avez l'habitude d'utiliser au quotidien, parce que, comme le dit Hélène, ça va être le dawa, quoi. C'est-à-dire, c'est avec tout ce qui tombe. Déjà, juste pour ton entreprise, quand tu as eu les prélèvements, les achats, l'entrée d'argent de ton client et tout ça, c'est déjà difficile. Alors forcément. Oui, oui. Euh, Non, mais puis Par contre, je voulais c'est rebondir. auprès de l'URSSAF, il va falloir, si c'est votre compte personnel, il faut tout déclarer. Donc, il faut expliquer chaque rentrée d'argent, chaque sortie d'argent. C'est impossible. Donc, c'est mieux de dire, OK, je prends juste un petit compte qui ne coûte pas trop cher et je fais juste mon entreprise sur ce compte. Comme ça, bah, c'est beaucoup plus simple. Pour moi, c'est important de rappeler aussi quand même qu'un CM, c'est pas le chef de votre entreprise à vous. Et des fois, on prend un CM en se disant, il va tout faire. Non, je ne fais pas du commerce, je ne vends pas à votre place. Moi, j'attire le client, j'attire la visibilité. Je suis là pour vous mettre en avant par rapport à des contenus qui sont pertinents, qui sont attractifs, qui donnent envie. Mais je considère que tout ce qui se passe en message privé, tout ce qui est vente en story, c'est au client de le faire. Je suis pas derrière lui, je suis pas Jiminy Cricket dans son atelier à prendre les vidéos pour montrer ce qui se passe dans l'atelier, enfin voilà. Et je tiens à le rappeler parce que des fois on prend un CM en se disant il va tout gérer, ma stratégie de marketing. Non, ça c'est un social media manager, c'est un SMM, on dit, et qui va avoir une stratégie globale. Pas que réseau, mais aussi de la newsletter, le site, le blogging, enfin voilà, et qui va avoir pour lui, pour le coup, une stratégie commerciale. Et moi, je le rappelle vraiment à mes clients parce que des fois, les clients, ils se disent, OK, j'ai pris quelqu'un, je laisse faire. Et après, derrière, ils me disent, ouais, mais je vends pas. Non, je suis pas là pour vendre, moi. Je suis là pour amener de la visibilité. Et c'est important de le rappeler. Quand on est CM, on apporte de la visibilité. On n'est pas le mouton à 5 pattes. On fait pas, enfin, j'ai vu passer des fois des offres. Le CM devait répondre au téléphone, faire l'accueil de la société. Enfin, je dis, oh, assistante, secrétaire ou quoi que ce soit. Moi, je gère une communauté sur les réseaux. Donc voilà, je trouvais que c'était important aussi de le rappeler. Tu fais très bien. Oui, oui, parce que les choses, enfin, les offres, c'est un truc de fou, quoi. Comme pour tous les métiers, hein, malheureusement, il faudrait avoir 50 ans d'expérience, 10 000 diplômes et puis coûter même pas le SMIC. Tu parlais de Metricool et tu disais du coup que toi, tu étais passé au forfait au-dessus parce que ça te permettait d'avoir les validations de tes clients, etc. Pour ceux qui, comme moi, ne peuvent pas passer au-dessus, petite astuce pour mon client actuel, je passe par Notion. J'ai créé une page sur mon compte Notion à laquelle je lui donne accès. Je mets tous mes visuels en validation et je lui ai donné un accès uniquement la possibilité de commenter. Comme ça, il ne me fait pas de grosses bêtises sur la page. Et en plus, comme ça, il a juste à marquer OK ou alors à mettre sa petite remarque s'il y a un truc à modifier.
et hop là, boum, ça part. Donc voilà, c'était juste la petite astuce pour partir sur quelque chose de gratuit si jamais au départ, bah, vous devez Oui. démarrer, vous pouvez pas tout payer. C'est pas possible. Et ben moi, pour la petite astuce, j'ai une cliente qui est anti-Metricool parce qu'elle a pas envie, qui est pas du tout calée Notion parce qu'il y a trop de trucs, machin. On fait un Trello basique. Elle a juste à glisser, Oui, déposer. Donc non, oui, mais mais alors voilà que tu disais chacun ses logiciels. Je préfère aussi dire en face qu'il y a d'autres logiciels qui existent aussi qui sont très bien. Notion est hyper complet, mais des fois ça peut faire peur en fait. alors dans ce cas-là, si tu dis Trello, alors Trello, c'est Trello pour ceux que ça intéresse. Dans ce cas-là, si tu dis Trello, moi je dis Asana Oui, tu as Asana aussi. et Non, tu non, mais c'est vois? clair. Ou Non, non, Slack. mais ouais, mais je trouve important de montrer qu'il y a d'autres logiciels aussi. Autant Canva, Oui, ça me paraît compliqué de montrer d'autres. Bah, après, tu pars sur du Illustrator, Photoshop et tout ça. Et c'est des machines de guerre et c'est hyper chronophage. Enfin, c'est trop compliqué quand tu commences. Autant là, pour le coup, t'as d'autres options. Metricool, c'est pareil. Hein, il y a Swello, il y a ouais, je sais plus. J'utilise tellement Metricool, mais voilà, mieux il y vaut a c'est pour d'autres la billes. newsletter. Ouais, c'est pas. Mais voilà, donc il y a d'autres choses. Donc faut pas hésiter à aller chercher l'option qui vous intéresse le plus et qui est plus facile pour vous. C'est ça et du coup, je rebondis sur un truc que tu as dit il y a déjà quelques minutes. On parlait du site internet, que ça servait à rien d'investir et cetera, si on savait pas le faire et cetera. On va repartir à nouveau sur une possibilité. Si vous avez Canva, sur Canva, Mmh, vous pouvez faire votre mmh, site internet et l'héberger. Si vous mmh. avez Notion et que vous le maîtrisez, vous pouvez faire votre site internet C'est sur ça, Notion. tout à C'est fait. sûr que ça n'aura pas forcément le même visuel qu'un site internet qui est hébergé, que vous avez créé avec, WordPress et cetera, mais pour débuter, c'est déjà super bien. Donc ça Mmh. vous évite de payer un hébergement, de payer un nom de domaine. Bah, mine de rien, ça fait quelques économies sur l'année. Donc Oui, oui. voilà. Bah, clairement, hein, moi, il y a une cliente avec qui j'ai échangé il y a pas très longtemps. Elle me disait, ah, j'ai pas le temps de faire mon site, j'ai pas le budget pour le faire faire, mais j'ai envie d'être présent. Enfin, d'avoir quelque chose de propre et qui explique mes services. Une page vitrine. Je lui dis, mais va sur Canva ou va effectivement sur Notion. Alors, t'auras pas tout ce travail de SEO, référencement Google et tout ça, mais je lui dis, effectivement, ça peut permettre de faire propre, de mettre toutes les infos sur une page et puis basta, sans avoir à investir en fait. Il faut savoir qu'un réseau social sans site internet peut faire peur aussi quand même. C'est important de se dire voilà, une entreprise qui a un site, c'est un peu une mise en valeur. Enfin, les gens ils sont rassurés en quelque sorte. Mais voilà, faut pas forcément investir tout de suite dedans quoi. On est d'accord. Bon, sur ces toutes petites astuces qu'on vous donne au fur et à C'est ça. mesure, j'espère que vous avez pris note. Au pire, vous savez, hein, vous revenez en arrière, vous nous réécoutez, hein, on sera toujours là. Et du coup, ben, Hélène, je vais faire comme, avec ma toute première interview. Alors déjà, j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, ça m'a fait Très super bien. plaisir. Encore plus parce que, bah, du coup, on se connaît et donc ça nous permet de rappeler les bons souvenirs de nos études et de nos débuts, avant l'été. Ne surtout pas faire un début d'auto-entrepreneuriat avant l'été. Ça, c'est Bah, the conseil par excellence. après c'est formateur, mais après moi c'est ce que je dis en septembre, le fait d'avoir communiqué pendant un moment tout l'été et avant en septembre, enfin je me suis pris, ce que je dis, je me suis pris un train, c'est-à-dire que j'ai eu d'un coup 3 clients à gérer en même temps, c'était un peu la folie et je me suis dit waouh. Mais voilà, faut anticiper en fait sa création d'entreprise et pas se bloquer en se disant non, je communique pas. J'attends qu'elle soit lancée. Non, montrez que vous êtes en train de vous lancer. C'est ça, les gens, ils adorent voir les coulisses. Donc, faut pas hésiter. Voilà. Et oui, ça fait partie un peu du storytelling et justement le fait de voir votre évolution, les étapes de démarrage avant et surtout les étapes pendant vos galères à créer votre entreprise, l'URSSAF qui vous donne pas votre numéro, enfin voilà, ces Mmh. petites choses ou pas, hein, peut-être que ça se passera et que ça va dérouler nickel. Tout ça, c'est du storytelling, donc c'est du contenu potentiel à mettre sur vos réseaux sociaux sans que vous ayez trop à y réfléchir et ça évite, enfin ça permet aux gens de pas de faire d'éviter les erreurs que vous pourriez faire. Ne pas hésiter à montrer aussi ce qui ne fonctionne pas. Les gens montrent beaucoup trop le parfait, le nickel. Non, on fait tous Mmh. des erreurs, on a tous des problèmes. N'hésitez pas. Alors, faut Il pas bien vaut sûr dire: «Ah, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus». Non, on n'en est pas là, d'accord? Mais dire: «Bon, bah, voilà, les aléas du direct ou les aléas de l'aspect administratif ou POV,
quand tu attends des nouvelles de l'URSSAF. Et puis, vous savez que le Mr Bean, là, qui est dans la campagne à attendre que la voiture arrive, bah, voilà, ça fait partie du storytelling et donc c'est du contenu tout bénef, quoi. Faites-le. Ouais, puis ça permet de vous démarquer direct, en fait, parce que si vous faites des contenus lisses dès le départ, un peu bateau, que tout le monde a déjà fait, vous n'allez pas vous démarquer, alors que clairement montrer que c'est compliqué et que vous tenez bon, mine de rien, le fait aussi de ne pas lâcher, de montrer que vous avez un certain caractère, c'est hyper important. C'est clair. Bien, Hélène, c'est que c'était sympathique, mais il va falloir qu'on se quitte parce qu'après ça va être un Oui, peu long pour nos charmants auditeurs. c'est ça. Si tu devais définir en 3 adjectifs une nouvelle fois cette expérience de podcast, qu'est-ce que tu dirais? Enrichissante et hyper intéressante, clairement, c'était très intéressant. Et puis encore une fois de l'apprentissage, enfin sortie de zone de confort. Ah bah c'est sûr. Et si tu devais le refaire? Ah mais carrément. Moi j'aime beaucoup ce format-là d'interview parce que on n'est pas tout seul, mais c'est ce que je fais souvent en live, on n'est pas tout seul et du coup c'est plus facile de se montrer, de faire du face cam. D'ailleurs bravo. Et voilà d'interagir et tout, et je trouve ça c'est hyper intéressant. D'accord. Donc du coup, puisque exercice où tu serais prête à refaire, bah je te propose que dans quelques mois, éventuellement, je te réinvite et que tu nous en Allez. dises plus sur l'évolution de ce qui t'est arrivé là, puisque c'est en plein chantier. Voilà, nous dire un petit peu ton évolution, ce que tu as fait, ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu. Dans quelques mois, on va dire, on est en novembre, peut-être début de l'été, potentiellement. Yes. Bah oui, l'été, on aime bien. Ouais, l'été, nous, on trouve ça fun. Mais oui, donc nous, l'été, on sera au rendez-vous. Et bah écoute, on se fait ça. Je te remercie d'avoir été notre invité. Je dis notre parce que les auditeurs sont un petit peu à nos côtés malgré tout. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir partagé toutes tes astuces, toutes tes expériences, tout ce qui a fait que tu es toi aujourd'hui. Et puis, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Des petites surprises d'ici là sur les épisodes de podcast, bien sûr. Donc, on se retrouve le mois prochain, normalement, pour la prochaine interview. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous et ciao!